Monsieur, bonjour. Très heureux de vous retrouver comme chaque mardi à partir de Constantine. Aujourd'hui, le Bonjour d'Algérie va se consacrer essentiellement d'abord à cette semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antibiotiques. On aura deux professeurs pour nous en parler, pour nous expliquer c'est quoi d'abord la résistance aux antibiotiques, pourquoi une semaine de sensibilisation est dédiée dans le monde entier. Ensuite, on parlera de nutrition avec le docteur Bourla Lima qui viendra nous parler des bienfaits des fruits secs en cette saison, mais aussi à l'accueil des agrumes. Ces deux fruits qui nous accompagnent durant l'hiver. On va essayer de tirer profit de ces connaissances pour savoir comment les consommer et surtout pourquoi. On terminera avec la sensibilisation également de la sonde à gaz pour éviter ces drames au quotidien du monoxyde de carbone qui reste le tueur silencieux et qui fait encore des victimes malgré toutes ces campagnes de sensibilisation que l'on fait durant toute l'année. Voilà, ce sont les trois thèmes que nous allons aborder dans ce Bonjour d'Algérie à partir de Constantine. Et je vais commencer d'abord par mes deux premières invitées. Professeur Boulkhel Nadia, vous avez l'habitude de venir chez nous. Marhaba bik, merci. Merci pour l'invitation. Et à vos côtés, alors c'est une première, docteur Benchouala, professeur Benchouala, vous êtes professeur en microbiologie, je ne me trompe pas. Exactement. Voilà. Et c'est une première, ça va? C'est une première. Alors, le trac ou la mazal? Non, c'est bon. Ça va? C'est bon. Très bien. Alors, professeur Boulkhel, donc d'abord, pourquoi une semaine à la résistance aux antibiotiques? Pourquoi organiser une semaine mondiale pour sensibiliser? Oui, c'est une très bonne question. D'abord, pour expliquer c'est quoi un antibiotique. Un antibiotique, c'est un médicament, comme tous les autres médicaments, il est très prescrit, pas seulement en médecine humaine, mais en médecine vétérinaire et en agriculture. Et c'est une découverte vraiment extraordinaire en médecine, donc ça a sauvé des vies. Quand même, il tue les bactéries, donc il a permis les antibiotiques ont diminué le taux de mortalité par les infections comme la tuberculose, la lèpre, beaucoup de maladies on ne les voit plus maintenant. Qui ont disparu, voilà. Grâce justement aux antibiotiques. Grâce aux antibiotiques. Pas donc, seulement. On ne va pas parler du côté négatif, mais du côté positif des antibiotiques. Donc leur rôle, c'est tuer les antibiotiques, mais tuer plutôt les bactéries. Mais les bactéries sont très intelligentes. Donc ils tuent en même temps les bactéries, mais en parallèle, ces bactéries finissent par s'adapter à cet antibiotique. Donc ils deviennent résistantes. Avec le temps, donc ça devient résistant. Donc les bactéries deviennent résistantes à 1, 2, 3 antibiotiques et des fois plusieurs. Donc, il faut dire d'abord qu'il y a une large... Bien sûr. Donc ces dernières années, donc, ça a pris de l'ampleur. Et l'OMS a tiré la sonnette d'alarme. Et pour cette raison, donc, on a créé d'abord la semaine mondiale de la résistance, de la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Et en 2018, donc, on a la semaine mondiale, la journée mondiale de la résistance aux antibiotiques en Algérie. Donc, c'est pour freiner la consommation des antibiotiques et freiner ce fléau qui menace la santé publique. Alors, d'un point de vue clinicien, voilà, parce que c'est quoi résister aux antibiotiques? Moi, je consomme des antibiotiques. Ça veut dire quoi résister? Résister, donc l'antibiotique ne devient plus, alors qu'il est efficace, devient inefficace. Donc la bactérie, donc elle devient résistante. Donc l'antibiotique n'a aucun effet sur cette bactérie. Si on développe une infection due à une bactérie résistante, donc même si on prescrit un antibiotique, il est inefficace et donc le malade ne guérit pas. Et s'il ne guérit pas, il complique. S'il le complique, donc ils finissent par... donc on peut même aller vers le décès, bien sûr. Très bien. Donc ça peut tuer, il faut le dire. Ça peut tuer et c'est devenu vraiment... Alors, moi, je sais qu'il y a de bonnes bactéries
et il y a de mauvaises bactéries. bien, Alors oui. l'antibiotique, lui, est-ce qu'il reconnaît la bonne de la mauvaise? Donc, les bonnes bactéries, c'est les bactéries de notre flore. Donc, l'organisme, il héberge des bactéries. Ces bactéries, vraiment, sont importantes à notre survie. Ils protègent, ils ont un rôle dans la défense, dans beaucoup de choses. Mais si on met donc, l'organisme, il reçoit des antibiotiques. Donc, ces antibiotiques, ils tuent les bactéries, comme vous l'avez dit, les pathogènes. Mais aussi, il exerce une pression de sélection sur les bactéries qu'on a nos bactéries. Donc ces bactéries qui nous protègent deviennent résistantes et ils peuvent se transmettre d'un sujet à un autre par exemple mauvaise hygiène et tout. Donc D'accord. Donc ça, c'est la prise d'antibiotiques. il ne Alors, fait pas de différence entre bonnes bactéries et mauvaises bactéries. il est là, Il c'est est une là bactérie, pardon, et plus on voilà. est sous antibiotiques, plus la pression elle est élevée. D'où la nécessité de consulter un médecin et de ne pas prendre des antibiotiques d'une manière Bien automatique, sûr. je pense. Donc, C'est ça. parce que la définition des antibiotiques, il tue les bactéries, pas les autres micro-organismes, pas les virus. Et on a tendance à prendre, même pour une grippe, les antibiotiques. Et ce qu'on a vécu donc, lors de la pandémie du Corona. Covid, c'est devenu systématique. Toute PCR positive, tout test positif égale antibiotiques alors que c'est faux. Et maintenant, on est en train de voir les conséquences de cette prescription abusive. Donc, c'est pour ça que vous faites pendant plusieurs jours, vous sensibilisez les gens à ne pas prendre des antibiotiques. On sensibilise Voilà. les gens, l'automédication. Donc, pour dire que l'antibiotique n'est pas automatique. Donc, c'est pas toute fièvre égale antibiotique. Parce que la fièvre peut être due à un virus, peut être due à autre chose. Donc, fièvre n'est pas égale à une infection, n'est pas égale à une infection bactérienne et on n'est pas c'est-à-dire devant une fièvre, l'antibiotique n'est pas un antipyrétique. Donc on ne l'utilise pas pour diminuer la fièvre, mais pour tuer les bactéries. Quand il n'y a pas de bactéries, il ne faut pas le donner même si on a de la fièvre. C'est ça ce que pour On a l'impression que c'est banal, hein, prendre un parce que antibiotique. je comme connais si beaucoup de c'était- mères Voilà. qui, pour elles, son enfant fait de la fièvre, elle lui donne de l'amoxicilline ou bien de l'amoxicilline acide clavulanique. Et le lendemain, voilà, c'est efficace. Elle dit à sa voisine, voilà, il faut lui. Donc, quand ton Tout le enfant monde se fait de la transforme en fièvre, médecin. Hein, il faut lui donner de l'amoxicilline. Pour elle, le lendemain, parce que c'est un virus, 24 heures, l'enfant commence à jouer, à manger et tout. Pour elle, donc, elle a bien fait et elle conseille ses amis, ses voisines de donner l'antibiotique devant une fièvre. Voilà. Et même elle recommande, elle demande au médecin de lui prescrire un antibiotique. Elle prend son enfant chez un médecin et quand le médecin il voit que c'est viralement, prescrivez-moi un antibiotique. Ouais. Et des fois le Là, c'est médecin le patient qui devient. le médecin il cède à cette pression. Donc c'est ça l'erreur. Il cède à cette pression des parents. Alors, c'est d'où de la nécessité, d'où de la création d'un réseau de surveillance qui est en place en Algérie pour justement surveiller. Alors, vous faites quoi exactement? Pas au laboratoire, mais votre réseau, voilà. Vous surveillez quoi exactement? Alors, en tant que microbiologiste, donc en complémentarité avec les cliniciens prescripteurs, nous, en tant que microbiologistes au laboratoire, et comme je vous ai dit au départ, personnellement, je travaille dans une unité, c'est la surveillance de la résistance bactérienne aux antibiotiques. Donc, en fait, toutes les bactéries qui circulent, toutes les bactéries qu'on isole chez des patients, voilà, on essaye de voir si elles sont sensibles, elles sont restées sensibles, si elles deviennent résistantes aux antibiotiques. Donc, c'est ça un petit peu la surveillance et le rôle primordial du laboratoire. Et du microbiologiste. Alors le laboratoire est là aussi pour déterminer quelle est l'origine de ces infections. Vous êtes là aussi pour surveiller tout ce qui est, tout ce qui reste à côté de la maladie. Donc c'est pour ça, vous, en tant que microbiologiste, comment se transforme, comment se fait cette résistance? Bon, Madame nous a expliqué, mais d'un point de vue, dans le laboratoire, comment se fait? Comment la bactérie résiste? Comment elle se transforme? Voilà, comme comment elle fait pour voilà, ma créer... consoeur l'a un peu dit, c'est vrai que les bactéries sont très intelligentes. Et les bactéries vont s'adapter à toutes les situations. À nous
de ne pas leur présenter les éléments pour qu'elles puissent devenir ces bactéries résistantes. D'abord, il y a la pression de sélection, il y a la surutilisation des antibiotiques, en fait, il y a beaucoup de facteurs qui vont contribuer à l'apparition de cette résistance. Et nous, notre rôle, donc d'abord, c'est d'essayer de voir qu'est-ce qu'elles sont devenues ces bactéries. Donc, il faut d'abord les détecter. Deuxièmement, il faut très vite en parler avec le clinicien pour que le traitement soit adéquat. Et aussi, donc, il faut tirer des fois les sonnettes d'alarme quand elles sont nécessaires. Et justement, quand est-ce que vous tirez la sonnette d'alarme? Dès qu'on est devant des bactéries qui deviennent de plus en plus résistantes. Et là, maintenant, on parle de multirésistance. Il y a des bactéries qui sont résistantes à tous les antibiotiques. Quand on isole cette bactérie, on se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'on va pouvoir donner aux patients? Surtout dans des services, en fait, de soins intensifs. C'est vrai que c'est pas courant. Et alors, en tant que microbiologiste, il y a eu la création donc de ce réseau national qui vraiment fait un travail fabuleux, extraordinaire. En fait, c'est des recommandations de l'OMS. Oui, bien sûr. Et c'est sous l'égide de Pasteur. Voilà, donc c'est l'Institut Pasteur d'Alger. Voilà, à sa tête, le professeur Talim Ammar. Et c'était Madame Rahal qui avait initié ce travail depuis les années 2000. Donc, quand même, ça existe depuis 20 ans. Ah oui, depuis les années 2000. Donc, il y a ce réseau qui n'arrête pas de se développer, en fait. Et c'est lui qui regroupe pratiquement tous les labos en national, parfois même des labos privés, parce que c'est important, en fait. C'est important d'avoir quand même l'information, parce que c'est vrai, pourquoi un réseau de surveillance? C'est pour détecter l'évolution. D'abord, il y a la formation, parce qu'il faut qu'on soit tous standardisés. Ensuite, une fois qu'il y a les résultats, on essaye de donner des résultats annuels à chacun dans son hôpital. Donc, au-delà de ça, quand il y a un problème, si vous voulez, à Oran ou à Alger ou à Constantine, il y a une alerte qui est faite sur ce réseau national. Donc, et que tout le monde peut consulter, que tout le monde peut voir. Et surtout, par rapport aux antibiotiques, il faut qu'on ait une idée quelles sont les bactéries qui circulent en ce moment à Constantine. Ah d'accord, communautaire. Et vous avez l'information. Voilà, c'est bien de savoir quelles sont les bactéries qui circulent à l'hôpital. Sur le plan Alors, quelles sont les bactéries qui vont circuler, par exemple, au service des maladies infectieuses ou en réanimation médicale? C'est très, très, très important. On appelle ça l'état des lieux, de savoir qu'est-ce qui circule pour pouvoir pallier. C'est très important pour nous, et c'est très important pour nos amis cliniciens. Pour la prescription, voilà. C'est très important. Pour l'infection. Voilà. Non, parce que, c'est-à-dire les résultats du réseau, on doit, c'est-à-dire les savoir, parce que pour prescrire un antibiotique, si par exemple une bactérie, elle est résistante à 70, à 20, même à 30, donc on évite de le prescrire en dehors d'une documentation, comme ça le prescrire, c'est-à-dire cet antibiotique pour lequel le taux de résistance national ou à Constantine, il est très élevé, donc on ne le prescrit pas. Parce que si on le prescrit, il est inefficace. Donc on doit être au courant des résultats, des données locales de ce réseau. En général. Qu'est-ce qui circule, le profil de résistance, l'écologie. Donc c'est très important. C'est identifier, mais vraiment donner un profil de la bactérie. Tous les schémas thérapeutiques doivent tenir compte des taux de résistance, donc des résultats de ce réseau. Et vous tirez les informations? Bien sûr, parce qu'on travaille en étroite collaboration, nous. On travaille, donc on est tout le temps en contact. Sûrement. Donc on envoie, on s'inquiète, ils nous orientent, on demande des questions, ou ils demandent des renseignements. Donc il faut qu'il y ait cette collaboration, sinon ça ne marche pas. Nous, on ne peut pas... Très bien, ça veut dire aussi, c'est pour essayer de... Parce que il y a infection, il y a bactéries. Nous, vous savez, on sait, journalistes, on n'est pas très au fait de ce qui se passe. Mais vous, peut-être, par exemple, si on... je ne sais pas, le rhume ou la grippe, ou voilà, c'est à peu près la même chose. Moi, je sais que les virus, bactéries, c'est pas très loin. Oui.
Oui, mais on a tendance aussi, dès qu'on a le nez qui coule... Voilà, c'est ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est ce qu'il ne faut des- pas faire. Donc, Ou une il simple faut pas. toux, on a Même tendance les à- gens pensent que prescrire un antibiotique, on va prévenir une infection bactérienne, alors que c'est faux. Donc, au contraire, vous allez encore aggraver la situation. Le Covid, donc les gens prescrivent systématiquement les antibiotiques en pensant qu'on va prévenir une infection bactérienne, une bactérie, alors que, c'est-à-dire c'est-à-dire les études ont montré que le Covid ne se complique d'une infection bactérienne que très rarement, dans même pas 3% des cas. Donc c'est inutile. Et on a assisté en plus, la prescription, c'est pas seulement la résistance. La résistance en premier, il y a le coût. Donc c'est un coût. Donc Oui, on n'en parle pas beaucoup, mais ça coûte de l'argent. ça coûte, C'est voilà, très coûteux. voilà, il y a un coût. Donc c'est l'économie. Il y a aussi, par exemple, donc les effets. Donc les antibiotiques ne sont pas dénués d'effets secondaires. Donc il y a des antibiotiques qui donnent des effets secondaires graves, des atteintes hépatiques, des atteintes rénales. Donc il faut les prescrire là où il faut. Donc il ne faut pas, quand ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas la peine d'exposer le sujet à un truc inutile. Mais je sais que parfois, les médecins, enfin la plupart des médecins, utilisent les antibiotiques, ils ont peur de la surinfection. C'est faux. Ça leur fait peur. Oui. Et dans ce cadre, leur conscience. voilà, donc la pression, voilà, donc des fois le médecin il a peur. Pression. Voilà. Des fois c'est les parents qui exercent, donc qui ont peur. Des fois c'est le médecin lui-même, il a peur. Oui. Donc j'ai peur, donc peut-être ça va se compliquer, peut-être c'est ça, alors que donc il faut pas Oui, bon, faut pas paniquer, faut rester zen. Voilà. Même c'est pas spécifique, c'est pas spécifique à nous. Ça c'est à l'échelle mondiale. Mais oui, non, donc, je ne parle pas. Donc, Voilà. donc des études ont montré que le taux de prescription inutile, il est très élevé, même dans les pays développés, même dans les pays. Donc c'est pas. Donc les gens ont tendance à prescrire. Donc Donc j'allais dire Oui, réellement bien le sûr. problème du moment, le problème mondial, le problème mondialement, de tout le monde. s'il n'y avait pas un problème mondial, je crois que l'Organisation mondiale de la Oui, santé c'est pas n'aurait spécifique pas à- dédié. Tout le monde a compris que l'antibiotique, c'était quelque chose d'extraordinaire. D'ailleurs, c'est une des plus grandes réussites du XXe siècle. Oui, oui. Qui Ça, a c'est, traité des pandémies, tout La l'antibiotique. pénicilline, elle a Voilà, sauvé des il vies, est la même pénicilline. inscrit dans le patrimoine de l'UNESCO. C'est immatériel, mais pour vous dire l'importance. Bon. Il faut le préserver. À partir c'est de matériel. 2015, à partir de 2015, l'OMS tire la sonnette d'alarme. Et c'est vrai, le problème est mondial. Parce qu'en fait, les résistances, comme les bactéries voyagent, surtout maintenant, les résistances aussi. Donc le problème est mondial. On ne peut pas dire les autres, le Sud, le Nord. Il n'y a pas d'autre, c'est tout le monde qui est concerné. Voilà, c'est tout le monde. Donc notre problème du moment, c'est d'abord, il y a plusieurs interlocuteurs. Ça, il faut qu'on le comprenne, comme elle a dit ma consoeur. C'est vrai, les vétérinaires consomment l'environnement, l'agriculture. Donc on n'est pas. D'ailleurs, les le plantes. réseau, pas le réseau. En fait, la RAM, la résistance aux antimicrobiens, qui a été créée au niveau du ministère de la Santé et qui date maintenant depuis de quelques années, ils ont compris, c'est multisectoriel. Il n'y a pas que les médecins, il n'y a pas que les prescripteurs, il n'y a pas que les microbiologistes, c'est tout le monde. Eh ben oui, C'est si tous vous les évoquez secteurs. l'agriculture, Voilà. L'agriculture, il Voilà. l'utilise pour les oui, Il y a, les animaux, ça donc veut dire- il y a Les ce animaux. côté, il y a ce côté qu'il ne faut pas oublier. oubliez, c'est que... Et notre souci majeur actuellement, c'est le bon usage de ces antibiotiques. C'est formidable les antibiotiques, C'est bien. mais il faut savoir, Les utiliser. j'allais dire les utiliser et les préserver surtout. Et puis leur bonne action, Ah ouais, préserver ouais. leur bonne Ah action. ouais, ouais, ouais. Chaque Exactement. antibiotique, Oui. il est mis sur le Ah oui. marché. La bactérie, elle finit un jour à devenir résistante. Donc, pour freiner ce processus, il faut bien l'utiliser. Donc, si on l'utilise dans tous les pays, donc plus on utilise un antibiotique, plus il est utilisé, Fréquemment, plus régulièrement, la bactérie devient Voilà. résistante. Eh ben, Donc, exactement. il faut diminuer la consommation. Donc, il faut l'utiliser quand il faut et là où il faut. Dans les propos, il y a quelque chose qui m'interpelle. Si l'agriculture utilise des antibiotiques, ça veut dire quand je mange, je consomme Oui. des antibiotiques. Si le vétérinaire utilise des antibiotiques, Oui, ça pour veut dire que quand je mange de la viande Oui, aussi, pour les je animaux, consomme. oui, Mais oui. alors,
Comment je vais faire, puisque là je consomme des antibiotiques sans même le savoir. Parfois, oui. En agriculture, donc il faut les utiliser comme pour l'être humain, là où il faut, quand il faut. Parce que des fois, on l'utilise comme facteur de croissance, alors que c'est faux, c'est interdit. Mais on l'utilise quand même. Donc, c'est ce même, même si c'est interdit, parfois, vous savez, tout le monde n'est pas honnête, malheureusement. Voilà. C'est comme pour l'être humain, donc il faut l'utiliser là où il faut, donc quand c'est nécessaire. Ah oui, c'est le bon usage. Mais là, je vous pose la question. Moi, j'ai peur. J'ai peur puisque je consomme, je mange mon pain ou mon fruit ou mon légume avec des antibiotiques, je mange ma viande avec des antibiotiques et en plus si j'ai une grippe ou là on me donne des antibiotiques, ça veut dire que tout le corps est en train même si on n'a jamais consommé des antibiotiques, on a eu des malades qui n'ont jamais consommé et ils développent des infections avec des bactéries multirésistantes. Donc soit cette bactérie leur a été transmise par quelqu'un. Donc il y a la mauvaise hygiène, soit qu'il a consommé peut-être. Donc il y a des gens qui n'ont jamais été hospitalisés, qui n'ont jamais été consommés des antibiotiques, mais ils ont des bactéries multirésistantes. Alors à quel moment on dit et comment vous percevez cette résistance? Comment vous l'identifiez? Il y a la question pour les deux, soit pour le médecin, soit pour le labo. Hein. Donc il y a la microbiologie. À quel moment je sais. Vous allez me dire oui, une fois qu'il ne répond plus. Mais à quel moment? Non, justement non. En principe, tout malade qui est... Là, on est un peu donc, au niveau du CHU, hein, au niveau de l'hôpital. Voilà, c'est comme... Tout malade admis présentant un problème d'infection ou un problème... Donc, on doit lui faire des prélèvements. Donc, une batterie de prélèvements qui sont envoyés au laboratoire. Et là, au laboratoire, donc, on essaie d'isoler la bactérie qui est l'identifier pour l'isoler. L'identifier, donc voilà, on l'isole, on l'identifie et tout de suite, on fait des tests pour voir si cette bactérie est sensible ou elle résiste. Voilà. Donc c'est ça. Donc c'est pour ça que multiplier les prélèvements pour pouvoir avoir une idée de ce qu'on disait tout à l'heure, de l'écologie. Quelles sont les bactéries qui circulent? Un de les malades, ou bien même peut-être à l'extérieur. Même à l'extérieur. Même, c'est-à-dire nous cliniciens, donc on fait les prélèvements, mais on a aussi des facteurs. Une personne qui a beaucoup consommé d'antibiotiques, donc certainement elle est résistante si elle a déjà consommé un antibiotique X, donc on évite de lui prescrire cet antibiotique parce qu'elle est déjà consommée. Une patiente qui a été elle vient de sortir d'un hôpital, elle vient donc certainement, parce que quand on est à l'hôpital, on va acquérir des bactéries de l'hôpital. Donc, certainement, donc, elle est résistante aux antibiotiques classiques. Donc, on a des facteurs quand même alors, changer d'antibiotique, ça paraît un peu... quand on change, si par exemple, je prends une telle famille d'antibiotiques, puis je saute dans une autre, c'est une manière, peut-être, on va dire pas... c'est une ruse un peu pour essayer d'éviter la résistance, non? Ça, c'est une vous changez sans la prescription du médecin. Vous êtes... Ah, vous savez. Oui, donc vous savez, normalement, moi, j'ai rencontré des gens chez le pharmacien qui demandaient qu'est-ce que je prends, monsieur? Qu'est-ce que vous me donnez? Il faut lutter contre cette... Donc, il ne faut pas que le pharmacien délivre des antibiotiques sans prescription médicale. Donc, il y a l'antibiotique quand il est prescrit et on doit, nous, cliniciens, donc attendre les résultats. Des fois, quand il n'y a pas de résultats, évaluer l'état clinique. Et quand c'est nécessaire, on change. Il y a aussi la posologie qu'il faut respecter. Il ne faut pas donner trop parce qu'on risque de tomber dans la toxicité. Et moins, quand on donne moins, la faible dose favorise la résistance, la bonne dose. Donc il ne faut pas plus pour dire on va donner fort pour guérir. Donc c'est toxique. Quand on donne moins, parce que c'est étudié, quand on donne moins, on risque de favoriser la résistance. Par exemple, il faut donner une semaine, donc il faut donner une semaine, pas 10 jours. 10 jours, là, donc l'exposition à une prescription prolongée, donc aussi favorise la résistance. Donc il faut, comme on dit, il y a des règles à respecter. Donc il ne faut pas arrêter l'antibiotique avant sa durée, donc 7 jours ni arrêter. Avant, ni après. Dès qu'on est bien, on arrête. Si 7 jours, nous on respecte les durées recommandées. En fait, voilà, tout est codifié. Recommandées. Et donc c'est basé sur des études, c'est des essais cliniques. Voilà.
Et des C'est consensus qu'on essaie de respecter. 7 jours, c'est pas venu comme ça. C'est 7 jours, c'est des essais étudié, cliniques. voilà. Oui. Pas 2 jours, pas donc, 3 jours. Les scientifiques même comparent, est-ce que 5 jours c'est suffisant dans 5 jours, si 7 jours suffisant dans 7 jours, si c'est 10 jours, si c'est une journée c'est suffisant pour tuer cette bactérie, c'est pas la peine d'aller plus. Parce qu'on sait maintenant, on a la tendance de diminuer les durées au maximum. Donc, quand c'est suffisant, il faut arrêter. Donc, il ne faut pas aller Quand plus. c'est suffisant, C'est mais bon, suffisant. quand c'est pas assez, Mais c'est pas aussi pour assez dire pour suffisant, prolonger. c'est des En fait, c'est des suivre, essais. Donc, voilà, il y a des suivre les recommandations Exactement, voilà, oui. de son Allez, puisqu'on son arrive à la médecin fin, prescripteur. recommandation du médecin d'abord, avant d'aller au labo. Recommandations, donc suivre les schémas thérapeutiques, recommander ça, c'est pour nos amis praticiens, nos collègues praticiens, donc il faut respecter, il ne faut pas prescrire les antibiotiques quand il s'agit d'infections virales par crainte de surinfection bactérienne. Et il faut éviter pour nos amis auditeurs, donc il faut éviter les automédications, il faut aller consulter un médecin. Donc le pharmacien, il ne faut pas qu'il délivre une prescription, donc délivre un antibiotique sans prescription médicale. Donc, Docteur Benchouala. Alors bon, on a bien compris que c'était l'affaire de tous. Oui. Voilà. Ça, on a bien compris. Voilà, et l'affaire surtout de tous. qu'on doit vous donner l'information. Et voilà, et en consommateur éclairé, justement, la prise des antibiotiques ne devrait pas du tout être automatique. Oui. On a toujours quelqu'un à qui on peut demander, voilà. De préférence un médecin. Exactement, de préférence à un médecin. Et autre chose, moi là, je me fais le défenseur donc du réseau national. Oui. C'est très, très, très important ces données. C'est très important de suivre, très important de savoir où on est, parce que nos amis cliniciens sont obligés d'aller vers ces données pour pouvoir évoluer. Et c'est le bon usage des antibiotiques. Je crois qu'il n'y a pas un autre terme qui puisse remplacer ça. Alors, vous, en tant que réseau national, vous avez besoin d'informations de la part des cliniciens, des médecins ou des patients? Non, ni l'un ni l'autre. Ni J'ai l'un. besoin de ces prélèvements Ah, et d'accord. de ces bactéries. Et en fait, les bactéries. Et ne pas oublier aussi qu'il y a, j'allais dire, une médecine de ville et une médecine hospitalière qui est un petit peu différente. Voilà. Et que dans les deux cas, il faut que les prescriptions soient vraiment judicieuses, pondérées. Et attention, parce que c'est un patrimoine qu'on doit préserver. Très bien. Ben, on va terminer sur cette préservation et surtout demander à nos amis praticiens de ne pas s'affoler parce que des fois, des médecins vous donnent une batterie d'antibiotiques seulement parce qu'il a peur. Je comprends, la peur est même humaine. les batteries, mais, donc vous avez parlé de batteries, donc associer 1, 2, 3, 4 antibiotiques. Des fois, pour c'est- lui, c'est bon, il va être Oui. fort. Il va Alors, tout couvrir. c'est comme si c'est mettre un bouclier ça pour... aussi, c'est ça très obéit mauvais. à des règles aussi. Donc, il ne faut pas donner n'importe quoi Bah, et associer n'importe comment. Mesdames, je vous remercie d'avoir été nos Merci. invités ce Merci. matin. J'espère qu'on aura été utile à nos amis téléspectateurs pour justement parler de cette résistance aux Bactériennes aux antibiotiques. Très bien. Voilà, j'ai beaucoup de difficultés à retenir, mais l'essentiel qu'on doit retenir, c'est de ne pas abuser des antibiotiques et de ne pas les prendre d'une manière automatique et surtout Très de bien, consulter automatique, un médecin et de lui dire eh bien, d'être assez zen, voilà, et de ne pas s'affoler. Allez, on va transiter, on va pas aller très loin de votre domaine, hein, on va parler de la rééducation fonctionnelle avec ce reportage de Aïcha Boubrek et ensuite nous parlerons de nutrition.
هذا المؤتمر درناه سورتو على لي تيم هما لي كونسير ستادير لاكتواليتي ثيرابوتيك في المرض الثدي مرض لابروستات ومرض لي زواريل و لي نوفيل تكنيك ستادير التقنيات الجديدة في التداوي بالأشعة. هذا المؤتمر هو تبادل الخبرات بين الدول دولة الجزائر ودول أخرى ما بينها هي فرنسا ألمانيا كندا سويسرا عمان دونك هادو هما اللي كاينين باش نتبادلوا الآراء والتجارب اللي كاينين والتقنيات الجديده باش نقدروا لا بريزون شارج نديروا لا بريزون شارج ونكونوا ميم نيفو لا بريزون شارج تاع نو باسيون. Radiothérapie systémique. Le conseil que je vais faire à faire, comment chez des patients qui n'avaient pas de documents. في السنوات الماضية نتكلموا فقط على توسكي كونتيتي كيف ما نعالج العدد تاع المرضى. اليوم كان الهدف تاعنا ان نطوروا ونحصلوا اون بارل دو كاليتي دو بريز ان شارج دي باسيون. ان شاء الله ربي يكون معنا حتى دائما يكون الافضل للمريض تاعنا. Il existe des techniques de modulation d'intensité, notamment la technique par arc thérapie. Cette technique par arc thérapie, c'est-à-dire on utilise n'importe quel accélérateur, il y en a beaucoup, il y en a je crois presque 72 ou peut-être même un petit peu plus en Algérie, 150 accélérateurs. Ils sont tous finalement capables de pouvoir faire cette technique de VMAT, c'est-à-dire cette technique de modulation d'intensité. L'idée, c'est de pouvoir mettre la dose dans la tumeur en épargnant les tissus sains. Jusqu'à aujourd'hui, par exemple, dans le cas d'un traitement ORL, c'est aussi l'un des sujets de cette conférence, les traitements ORL sont souvent traités par 2 champs latéraux et on va irradier comme ça toute la cavité buccale, toutes les parotines, alors qu'il est relativement aujourd'hui, c'est vrai il y a 10 ans c'était moins le cas, mais aujourd'hui il est relativement facile, entre guillemets, de pouvoir irradier la tumeur tout en préservant les parotides du patient et les cavités buccales. Donc les traitements sont beaucoup moins toxiques et nécessitent, cela dit, quelques achats de licences au niveau des équipements et du matériel pour l'assurance qualité. العلاج بالأشعة للسنوات الأخيرة تقدمت بطريقة عجيبة من ناحية الكمبيوتر يعني كل ما هو حاسوب ومن ناحية التقنيات الجديدة والعلاجات الجديدة المتوفرة للمرضى. يعني في الجزائر الحمد لله تقدمت الأمور في ال15 سنة الأخيرة خاصة ال5 سنوات الأخيرة بحيث أن أجهزة يعني ذات تقنية عالية دخلت الجزائر وبدأت في الاستعمال. وأنا مثل دائما ما أقول المثل يعني إذا عندك يعني بايلوت وهو السائق شوماخر ضروري يكون عنده يعني فورمولا 1 فيراري وضروري يكون عنده المكان اللي يقدر يعني يعبر فيه على قدراته. فالشغل هذا تاع الراديو ثيرابي ليس فقط يعني خاص بدكتور الأشعة ولكن بالفيزيائي بالتقنيين بالممرضات بالمستشفى بالإدارة كل الناس يساهموا في نجاح هذا العلاج. La toxicité, on utilise des doses pour avoir une toxicité à moins de 5. الدولة الجزائرية قاعدة توفر في الإمكانيات على كل المستويات. وكنا في منذ 10 سنوات كان عندنا عشرات فقط من الأطباء، كانوا عندنا أقل من 10 فيزيائيين طبيين. الحمد لله درك عندنا أكثر من 100 فيزيائي طبي على المستوى الوطني. عندنا حوالي نوصلوا ل 1000 طبيب متخصص في العلاج بالأشعة، وهذا مكسب كثير للجزائر. والجزائريين يلمعوا في خارج الوطن ويلمعوا كذلك عندنا كفاءات تلمع في داخل الوطن في القطاع العام في القطاع الخاص على كل المستويات. والحمد لله ولنا امل كبير باش العلاج بالاشعه في الجزائر راح يكون على مستوى عالمي ان شاء الله من على السنوات المقبله ان شاء الله.
Voilà, donc on parlait un peu d'une mise à jour de la rééducation, puis surtout de ce qu'il faut faire pour une bonne prise en charge des tumeurs. Mais là, ce n'est pas le propos, nous on va passer à autre chose, c'est justement pour éviter les tumeurs, les complications, tout ce qui est maladie. Et je crois que la nutrition fait partie, c'est la meilleure manière de se prémunir de ces maladies, la prévention. Alors, d'abord, marhaba bik. Ça fait longtemps que je suis voilà, marhaba, ça va, vous allez bien? C'est un plaisir de se retrouver à chaque fois. Alors, le plaisir est pour nous de vous accueillir, professeur Bourlout. Donc, on va parler comme on a l'habitude, et vous êtes maintenant directrice de l'INATA, de l'Institut national de nutrition. Voilà, très bien. D'abord, ما كليناش الباروكه احنا بنستناو فيه قال لك نبينا بنستناو ان شاء الله ان شاء الله معليش la prochaine fois ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Alors l'hiver c'est le froid. Voilà, baisse de température, le corps consomme et a consommé beaucoup plus d'aliments pour d'abord rester au chaud, pour se chauffer, mais aussi pour recevoir des vitamines qui préviennent des maladies de saison, comme la grippe, le rhume, voilà, les coups de froid. Voilà. Donc, en ce moment, qu'est-ce qu'on nous recommande d'une manière nutritionnelle Qu'est-ce qu'on nous recommande pour rester en bonne santé d'abord? Alors, je vais commencer déjà par parler de l'hiver et qu'est-ce qu'il va avoir comme effet, le froid, qu'est-ce qu'il va avoir comme effet sur notre santé. Donc, comme vous venez de le dire, c'est la baisse de température. On a l'impression qu'avec la baisse de température, on est obligé toujours de manger plus. C'est vrai qu'on doit... Parce qu'on a plus faim. On a plus faim, oui. Mais c'est beaucoup plus, peut-être, on va dire que c'est beaucoup plus psychologique qu'un besoin réel. Pourquoi? Parce que avant, c'est vrai qu'on avait besoin, parce que ce n'était pas les mêmes conditions, on ne travaillait pas dans les mêmes conditions, on ne vivait pas dans... Maintenant, les températures ne baissent pas à moins de 20 degrés, le studio, au bureau, à la maison. Même dans la voiture. Même dans la voiture, partout. On ne fait pas les mêmes efforts. C'est vrai. On n'a pas la même activité. Malheureusement, je dirais. Malheureusement, on fait de moins en moins d'efforts physiques, on fait de longues marches. Voilà, on n'a pas les mêmes activités physiques. Donc, la plupart maintenant, c'est des activités, c'est de bureau, c'est travail, donc qui ne demandent pas une quantité d'énergie importante. Donc, c'est vrai qu'avant, c'était beaucoup plus de l'agriculture. Les gens travaillaient, donc c'est le travail manuel. Le transport, c'était beaucoup plus... Donc, la vie n'était pas la même. Et donc, les besoins ne sont pas les mêmes. Oui. Donc, nous, on est resté sur ce besoin-là qu'en hiver, il faut manger plus parce qu'on a besoin d'énergie. C'est vrai que le corps, il a besoin d'énergie. Pourquoi? Parce que vous savez très bien qu'on doit rester à 37 degrés. 36-37 degrés. La température du corps humain ne doit pas baisser au-dessous de 36 degrés. Donc, il doit faire cet effort-là, mais la consommation quotidienne qu'on a, même en été, c'est la même chose. Donc, on a besoin de ce qu'on appelle le métabolisme basal, qui est de à peu près 1500 calories pour un être adulte en bonne santé. Adulte, voilà. Donc, quand on parle de métabolisme basal, c'est le métabolisme qui va suffire pour justement maintenir cette température-là de 37 degrés, pour avoir les fonctions de tous les organes, donc ils doivent fonctionner normalement. Donc ça, c'est le besoin quand on est au repos, on ne fait aucun effort. Au-delà de ces efforts, si on va faire des efforts de plus, donc on a besoin d'une quantité d'énergie. Là, cette quantité d'énergie, elle peut aller jusqu'à 2000 pour une femme et jusqu'à 2500, jusqu'à 3000 pour un grand sportif, pour un sportif par exemple. Et de la morphologie. Pour la morphologie. Voilà. Ça dépend. Donc, par rapport au point de vue quantité d'énergie, on n'a pas besoin de plus que ce qu'on mangeait d'habitude par rapport à la quantité. Mais je vais revenir par rapport à la qualité. La qualité, c'est différent. La qualité, là, justement. Alors, la qualité, c'est que quand on s'adapte à la saison, la qualité, la nature, chaque saison, a les fruits, a les aliments. Justement, c'est que pour... Il a bien fait les choses. Des choses, bien sûr, c'est un équilibre. C'est un équilibre. Chaque saison, elle a ses propres aliments, ses propres, on va dire, fruits, ses propres légumes, ses propres... Donc ça, ils répondent à nos besoins. Donc, il faut savoir que généralement, en hiver, le premier problème qui peut se poser, c'est le manque de la vitamine D. Parce que le taux d'ensoleillement
diminue, donc on n'a pas le même taux d'ensoleillement. Et vous savez très bien que la vitamine D, elle est produite par les rayons du soleil. Le soleil. Le soleil, donc c'est le fait que le soleil, les rayons du soleil vont avoir un contact avec la peau, et c'est au niveau de la peau que se produit cette fameuse vitamine D qui est essentielle et importante pour tous les mécanismes, donc que ce soit surtout pour les os, pour l'immunité, pour le voilà. système nerveux. Donc on a besoin de cette, même pour la bonne humeur. Ah Même oui. elle participe aussi à la C'est bonne vrai que humeur. quand il y a le soleil, Quand on est de bonne humeur. on est c'est de vrai, bonne oui. humeur. Donc le premier, et même il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites, et c'est, si on va voir le climat algérien, c'est-à-dire qu'on a un taux d'ensoleillement très élevé. Et malheureusement, on a toujours un taux de vitamine D, le sang, qui est très très faible. Et on a un problème, donc soit parce qu'on se couvre trop, et donc on avec laisse les pas- crèmes, avec maintenant Justement. on a peur des UV, voilà. Justement, Ouais, donc là, on a besoin de cette fameuse vitamine D, donc surtout en hiver. Donc là, il faut vraiment avoir un apport externe. Et cet apport externe, il doit être apporté par notre alimentation. Est-ce qu'on le trouve dans les fruits secs? On la trouve dans les fruits secs, mais on la trouve beaucoup plus donc dans les poissons surtout. Les poissons gras, surtout, comme les sardines, comme le thon, comme donc le maquereau. Il y a plein de poissons où l'on trouve cette justement, vitamine D. ce qu'on a. Je vous ai demandé des fruits secs parce qu'on a un petit reportage sur les châtaignes qui sont de Justement. saison. Et les fruits secs, dans les châtaignes, sont essentiels aussi. Bien sûr. Et c'est un fruit de saison qui a son lot donc, de vitamines qui va apporter le manque, ce qui nous manque dans notre alimentation en cette période d'automne et d'hiver. Allez, on va regarder le reportage comme ça. Parce que c'est un reportage de saison, vous savez. Les châtaignes arrivent chaque année. C'est la période. C'est la le période. mois de novembre, décembre. Il est recommandé d'en consommer, même si c'est pas. Maintenant, c'est un peu cher. Hein, ça devient. Le prix a augmenté, malheureusement. Malheureusement, mais bon, ça reste un fruit. On regarde le reportage de Nordine Ben Absa, puis nous allons continuer à parler des fruits secs. قطع وحده هذا ونلقطه ونمشيو نبيعوه. انت وتشوف المنتوج خيرك يا ربي. الحمد لله، وخاصة السنة هذاك وخاصة ناقصة الأمطار، بصح الحمد لله. حاليا يعني في بداية الجني نتاعو، يعني واللي يعتبر يعني رزق ومصدر رزق الكثير من العائلات في أولاد عطية، يعني يجنوا منها مداخيل. هذا المنتوج وصل به المطاف إلى تصديره لعدة دول أوروبية من بين إيطاليا. نحطوه في المرميطة وناكلوه ونقشروه وناكلوه ونملحوه وناكلوه نتعشاو فيه كيدي مقلي كيدي طايب. من الصباح وحنا نلقطوا فيه من الاشجار تسمى حبه حبه حتى واش نوجدوه ونطلعوا نجيو لهنا الكاميونات تسمى نبيعوه، نيغوسيو معاه في لي بري ونحوسو ندورو بحاجه خفيفه 1000 2000 ونديو للسواق صالح بوشعور شلغوم الجزائر، نديو للسواق نصبوه منه من الفاكهه منه من الخضره. نحيو كما هكذا خضر، نحيو له الغرجه هذه نجلسوه نحطوه في الشمس لمده ما بين 3 ايام حتى ل5 ايام، من بعد كي يجف خبيه. تقدر تجيب لك 500 كعبه، تقدر تجيب لك 250، تقدر تجيب لك 100، تقدر ما تجيب لكش خلاص كما راك تشوف فيه درك. ومن بعد يتقشر هذيك القشره نتاع العرق هذيك يسميوها السواك. حنايا هنايا هاو نبيعوها تسمى برسك للخارج كامل، وفي الخارج هم يديروا صناعه تحويليه. وتسمى السواك هذيك حنا يتباع في الاسواق نتاعنا غير باش يسوقوا اسنانهم نظافه الاسنان.
Voilà, c'est bien, on a vu dans le reportage les noix, les châtaignes, mais aussi quelques brins, parce que c'est aussi la période de la récolte des olives. Donc c'est quand même trois aliments à consommer, je crois. Voilà. Pour cette période-là. Et ça répond justement à ces besoins-là. On va revenir donc sur la vitamine D tout à l'heure. Donc, on a dit qu'on la trouve dans différents aliments. Et parmi ces aliments, donc les fruits secs. Les fruits secs, surtout les noix, ils sont très riches en vitamine D. Donc, ils peuvent être apportés donc, par ces aliments-là. Au pire des cas, si on n'arrive pas à avoir ces aliments, donc, on peut l'avoir comme complément alimentaire, parce qu'on a un vrai manque, et ce manque-là, il va se répercuter sur notre santé, sur notre système immunitaire, sur, comme j'ai dit tout à l'heure, donc sur notre bonne humeur. Déjà, oui, le comportement, parce que c'est important. Ça diminue aussi le stress, ça diminue. Donc, ça a un impact très, très important sur notre santé et surtout sur le système immunitaire. Et comme vous savez que le froid et la graisse, c'est le système immunitaire est le premier qui est attaqué donc, lors de la période de froid. Et c'est vrai qu'on a besoin de bonne graisse. Oui. On a besoin. La bonne graisse, c'est celle que l'on trouve. Parce qu'il faut bien différencier certains. Le beurre, par exemple, quand c'est le beurre naturel. Qui vont apporter un plus à notre système, à notre corps. Et bien sûr, ils apportent le bon cholestérol et ils diminuent le taux du mauvais cholestérol qu'on connaît, donc l'effet sur nos vaisseaux sanguins, sur notre cœur, sur notre santé notre en général. Santé au quotidien, parce que d'abord, c'est bien, quand on est bien physiquement, on est bien moralement. Et ça se répercute sur la journée. En plus, on a besoin d'une certaine quantité d'énergie, de calories, que l'on tire de ce qu'on mange. De ce qu'on mange, oui. Parce que je crois, tous les nutritionnistes sont unanimes à dire que notre santé, c'est dans notre assiette. C'est notre assiette. Notre santé, c'est notre assiette. Et ça dépend de ce qu'on mange. Oui, ça dépend de ce qu'on mange. Et il faut voir juste le changement des habitudes alimentaires en Algérie. Donc, depuis les années 80-90, on a eu un changement dans nos habitudes alimentaires. On est allé vers tout ce qui est préparé, tout ce qui est industriel. On a oublié les bonnes habitudes. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé de la quantité d'antibiotiques qu'on est en train de prendre par les aliments. À travers les aliments. Donc, elles ont parlé du côté antibiotique qu'on va injecter, mais moi, je vais parler des antibiotiques qu'on mange. On est en train de manger, donc on va manger dans le poulet parce que pour sa croissance, il a besoin d'antibiotiques. On est en train de prendre des antibiotiques dans le lait. On est en train de prendre des antibiotiques dans la viande. Et ça a un effet néfaste sur notre santé. Donc, pas uniquement la résistance, donc le développement de certaines bactéries qui sont résistantes aux antibiotiques, mais ça a un effet sur tout notre système immunitaire. Et là, on devient plus fragile. On devient beaucoup plus fragile. On ne supporte plus donc, certaines maladies qu'on supportait avant. Et on a, avec le temps, le développement de certaines maladies, comme donc, ce qu'on appelle les maladies métaboliques, comme le diabète, comme l'hypertension, etc. Mais aussi certains cancers qui sont liés directement à notre alimentation. Donc ça, c'est... Là, c'est plus grave. C'est plus grave. C'est plus grave. Oui. Alors, comment faire? D'abord, qu'est-ce que vous nous recommandez de faire? Parce que là, vraiment, alors les deux premières invitées nous parlent de résistance, ça nous en fait peur. Là encore, si on parle de nutrition, on a encore plus peur.
Parce que justement, et on parle pour la nutrition, on ne parle pas uniquement d'antibiotiques, mais on parle aussi des résidus de pesticides. Donc on utilise des pesticides, on utilise des produits pour avoir un meilleur rendement, pour éviter certains nuisibles, pour éviter. Et ces pesticides-là, ils vont se retrouver, c'est des produits chimiques qui sont très néfastes aussi pour la santé, qui vont se retrouver dans notre alimentation. Et donc, ils vont avoir un effet cancérigène confirmé sur notre santé. On a autre chose, c'est le développement de l'industrie alimentaire. Et le développement de l'industrie alimentaire exige certains produits qu'on appelle les additifs alimentaires, que sont aussi des produits chimiques qu'on va injecter pour améliorer soit le goût, soit la texture, soit la durée de conservation. Donc, ils vont améliorer technologiquement le produit, mais en fin de compte, lors de sa transformation dans le corps, ils vont avoir des effets néfastes, donc que ce soit cancérigènes, tératogènes ou autres alors pour être positif, qu'est-ce qu'on doit faire? Alors voilà, qu'est-ce qu'on doit ne pas faire? rester On va justement, ce qu'on a vu tout à l'heure, on parlait de la biodiversité. Surtout, donc on est en Algérie, c'est un pays vaste, c'est un continent. Alhamdoulilah. Donc on a différents écosystèmes. Et on a des produits alimentaires qui sont spécifiques à ces différents écosystèmes. On a l'écosystème montagneux, comme on vient de voir, par exemple, les châtaignes, on va avoir les noix, les olives, le caroube. Il y a plein qu'on oublie parfois, un caroube qui est très bon. Qui est très bon et qui est très cher. C'est parce qu'on l'utilise en transformation, c'est un agent gélifiant. Donc on en produit un agent gélifiant qui est très intéressant, qui est très demandé en industrie alimentaire et c'est naturel et ce n'est pas néfaste pour la santé, donc on peut le produire. Donc si on va prendre tous les pays méditerranéens produisent des quantités énormes, surtout le Portugal, l'Espagne, etc. Alors que nous, en Algérie, il n'est pas valorisé. Et là, c'est ce que je voulais profiter de l'occasion, c'est pour parler de la valorisation de cette biodiversité. Donc on a plus de 1000 espèces qui a un intérêt soit industriel alimentaire, soit un intérêt nutritionnel, soit un intérêt médicinal. Et donc, ce sont des plantes, qu'on va dire, endémiques de certaines régions, donc de certaines régions spécifiques à notre pays, donc qu'on peut développer. Il y a des études qui ont été faites, il y a de la recherche. L'université algérienne, la quantité de recherche sur ces produits-là, et malheureusement, ils ne sont pas valorisés. C'est dommage parce surtout qu'on parle maintenant de start-up, comme ça a été fait pour plusieurs secteurs, pour plusieurs gens. Bon, on a vu des start-up créer des innovations, surtout dans l'alimentation. Alors, je crois, dans une certaine spécialité de la biologie, j'ai vu même créer des insectes qui tuent les mauvaises herbes. Donc c'est très bon à utiliser. Il y a certaines études Et ce que je suis en train de dire, c'est la biodiversité, elle vous donne. Donc je suis en train de parler de ces 1000 espèces qu'on a comptabilisées, qui sont comptabilisées. C'est impressionnant. C'est impressionnant, qui sont connues. Leur effet, il est connu. Donc que ce soit, par exemple, je parlais des pesticides chimiques, on peut avoir des pesticides naturels à partir de ces plantes-là. On parlait des agents antimicrobiens tout à l'heure. Les agents antimicrobiens, on peut les avoir à partir de ces plantes-là. Et les études ont été faites. La possibilité de passer du laboratoire à l'échelle industrielle, elle a été étudiée. Mais maintenant, qui va prendre le relais pour créer cette start-up ? Oui, c'est les jeunes. Sinon, il faudrait que les jeunes... Et justement, c'est ce que l'université algérienne et le programme du président, il est en train d'encourager justement la création et la formation de ces start-up, de ces jeunes petites entreprises qui peuvent donc valoriser ces études et ces travaux. Donc on cherche à ce que l'étudiant qui sort, un diplômé qui sort, ce n'est pas un chômeur qui va chercher mais un créateur d'emploi. C'est un créateur d'emploi. Parce qu'il crée d'abord son propre emploi et puis pourquoi pas d'autres. Ce qui est bien, c'est que aussi ne pas trop s'éloigner de nos ancêtres qui ont de très bonnes habitudes. Justement, parce que je vais vous parler donc du châtaigne. Il y a des études qui ont été faites. Nous, on cherche par exemple, on a la maladie cœliaque qui est une maladie qui devient une maladie courante. Donc c'est la maladie cœliaque, c'est-à-dire que les gens ne supportent plus le gluten qu'on retrouve, c'est une protéine qu'on retrouve dans le blé, dans l'orge, dans certains céréales. Donc
dans la région, par exemple, de Gigel, de Milia, etc., ils utilisent le châtaigne, ils vont le broyer, ils vont produire une farine. Cette farine peut être utilisée pour la fabrication soit de pain traditionnel, donc le ksara traditionnel, soit de couscous. Et donc, ça, c'est des idées que les gens... Même le carob aussi, je crois. Même le carob aussi, il est utilisé. Il est utilisé à la place de certains produits, comme le chocolat, on peut l'utiliser. Donc, ces produits-là, cette biodiversité, elle est à valoriser, elle est à fructifier. À fructifier. C'est le mot. Hein, et aussi, on a notre patrimoine culturel, notre patrimoine culinaire, qui est très riche. Et donc, on peut s'inspirer de ces pratiques-là pour aller à l'industrialisation et éviter justement ces problèmes-là de produits chimiques qui vont donner ces problèmes-là, ces problèmes de santé. C'est surtout ces problèmes de santé que l'on peut éviter avec beaucoup de facilité et d'aisance à la faveur de cette biodiversité qui est là. D'autant plus qu'il ne faut pas aller très loin. C'est dans la nature et la nature est proche. Elle n'est pas loin. Et la nature est proche, et en plus, pour chaque région, donc je vous disais tout à l'heure, c'est des écosystèmes. Si on va avoir à l'écosystème montagneux, donc les régions, elles regorgent de certaines plantes, de certains produits donc qu'on peut avoir, qui sont consommés dans cette région-là. Si on va aller à la région steppique, c'est la même chose. On va avoir d'autres types de plantes qui sont spécifiques à la région, et on va avoir des transformations. Les habitants, les gens ont l'habitude de les consommer. Il y a une certaine manière de les consommer. Donc c'est ça notre patrimoine. Si on va aller au Sahara, c'est la même chose. Au sud, c'est la même chose. Donc c'est cette spécificité-là et cette richesse-là qu'on devrait valoriser, qu'on devrait mettre toujours en avant pour... Ces bonnes habitudes à prendre, bonnes habitudes alimentaires, mais aussi ne pas oublier de dépenser parce que c'est très important. Oui. Donc les dépenses, c'est toujours... C'est important. Quand on parle de la nutrition et de l'alimentation, la nutrition, elle est toujours liée à l'activité physique, à notre mode de vie. Donc, on mange, même si on mange équilibré, même si on mange bien, on fait attention à tout. Et si on n'a pas une activité physique régulière, on va avoir des problèmes de santé. Parce que donc c'est un équilibre entre l'entrée et la sortie. C'est un bilan énergétique. C'est tout à fait normal. C'est un bilan énergétique qu'on doit faire. Donc, on consomme, on a le droit de consommer, il ne faut pas se priver, mais en même temps, il ne faut pas abuser et il faut avoir une activité physique donc en contrepartie. Et bien sûr, il faut éviter certains produits qu'on connaît, qui sont néfastes pour la santé. Certains produits comme... la margarine à éviter. La margarine à éviter, certaines huiles végétales, c'est à éviter, les produits ultra transformés, c'est à éviter, les boissons gazeuses, c'est à éviter, trop de sucre, c'est à éviter. Donc, essayez de remplacer le sucre par le miel, ça serait bien. Essayez de remplacer par exemple, maintenant, on est en période de dattes, donc les dattes ne sont pas très chères. Donc, je préfère que au petit déjeuner, il faut prendre des dattes, il faut éviter d'utiliser des sucres, des confitures. Même maintenant, il y a le miel de dattes qui est très bon, qui n'est pas cher, qui est très accessible. De dattes, et maintenant... c'est une faveur divine que l'on a chez nous. Les dattes sont abordables. Le miel de dattes est très pas cher du tout, il est très abordable et il est plein de vitamines. Il est plein de vitamines. Donc, les vitamines, surtout dont on a besoin maintenant, c'est les vitamines. Donc la vitamine C, la vitamine A, la vitamine B, qu'on veut retrouver, la vitamine D. Donc ce sont des vitamines qui sont très intéressantes et très importantes, surtout en cette période-là. On a besoin aussi de vitamine C. Donc il faut... Comme on est en pleine saison d'agrumes, voilà, faut pas... Mais quand on parle toujours de vitamine C, les gens toujours ont cette tendance à parler d'agrumes. Non. Mais on retrouve la vitamine C en certains légumes. Elle est beaucoup plus importante que... Comme le filfil, le piment. Comme comment on l'appelle? Je connais pas l'arabe. Le nom donc c'est les salades, tout ce qui est vert, donc c'est tout ce qui est feuilles, donc c'est très riche. Et la laitue, les épinards. Les épinards, etc. Donc tout ce qui est feuilles, donc ça va apporter de la vitamine C et en grande quantité. Donc, et en plus, ça va apporter avec la vitamine C certains minéraux qui sont aussi intéressants, comme le magnésium, comme le fer, comme donc c'est des sels minéraux qui sont aussi intéressants que les vitamines. Donc en alimentation d'hiver, on ne cherche pas à avoir en quantité, mais en qualité. Et on revient toujours manger peu et bien. Peu et bien, et surtout certains vitamines et minéraux qui doivent être apportés
en plus, en cette période-là, en cette période d'hiver. On va rester sur ce conseil, puis rester positif toujours, Oui, parce il faut rester positif. voilà, mangez bien, faites du sport, et surtout... Et il faut valoriser notre patrimoine culinaire, donc qui est vraiment... qui est très intéressant, et qui est très bénéfique pour notre corps. bénéfique pour notre corps, pour notre santé. Alors, il faudra consacrer un autre jour, une émission au fromage. Oui. J'y tiens parce que le fromage traditionnel, tel qu'on le fait chez nous, il est très bénéfique. Il est très bénéfique. On le laisse pour une autre émission, pas pour cette fois-ci. Sur les châtaignes, sur les fruits secs. Voilà. Merci professeur Bourlot. Halima, je rappelle que vous êtes nutritionniste, mais aussi directrice de l'Institut de nutrition à Constantine. J'espère qu'on vous retrouvera une autre fois, Inch'Allah, pour parler bien sûr d'autres aliments, d'autres habitudes, d'autres bonnes habitudes à prendre en matière de nutrition. Voilà, on va transiter par un reportage de Selma Khiwani sur une manifestation culturelle et patrimoniale, parce qu'on reste dans le patrimoine, mais aussi qui a été fait en solidarité avec nos frères palestiniens. Je rappelle, même s'il y a une accalmie, c'est un pacte de paix qui est temporaire, j'espère qu'il va durer, et que nos frères palestiniens vont cesser de souffrir. Allez, le reportage de Selma Khiwani sur cette exposition au Palais du Bey, en solidarité avec nos frères palestiniens. المتاحف مهمة جدا في حياة الشعوب لأنها تقاس بثقافتها وهويتها. الجزائر من البلدان التي عمدت ومنذ الاستقلال إلى العمل على تأسيس متاحف بتيبولوجيات وبمتخصصات مختلفة لإبراز والتعريف بهوية هذا الأمة الجزائرية. التراث بوابة التاريخ. التراث منبع أي عادة أو تقليد لأي مواطن، لأي مثقف. إن أردت معرفة بلدا معينا انظر إلى تراثه. نكوني نبوديدنا أهيل ذوين سعان في مزيشين تغفو جاروج من الجزائر الكلي أتسيد نفدوسو جاروج نتما تمورث القبايل أنا نروح هروين لي زواريس سينين نروح هروين تمذينين في مقرانين غلو سيطادا وثنكمل ذو جاروج نتما بودا ذيغون تما بودا تمورث جبل عمور لطلاس ساريا ونكمل لها جار أكو تصيلي يجي أين يعنان في مزيشين تنا. نشينا السنة وسيد داقي غير قصر أحمد باي وسيد سي قنشلة بالضبط سي المتحف العمومي الوطني أخوة الشهداء أبو العزيز نغ الشهداء أبو العزيز نويد المعرض نتزربيث نعرف زربيث تقريبا يسمى زربيث هم بابار معروفة هذه خنشلة وبارتو ديال عالمية اسمها هو قداه الجوائز العالمية. زربيث نبويد مت البرودوي قلنا هلات وخراميس مت المراحل قلنا اخس باش تواخذم. يشارك المتحف في هذه في الطبعه السادسه لجسور التواصل تحت الشعار الانسانيه بورشه مفتوحه حول رسومات سياخم وخده خاصه بالثوره الجزائريه وايضا بعض اللمسات الفلسطينيه. On rigolait un peu parce que bon, c'est vrai qu'il faut rester lié au patrimoine, il faut garder le sourire en dépit de tout, même si les temps parfois sont difficiles, justement pour nos frères palestiniens, mais
Les espaces culturels sont en train d'organiser justement des expositions, des séries de conférences pour valoriser tout ce qui est patrimoine palestinien, parce qu'on a beaucoup de points communs. Puis c'est vrai, ce sont nos frères, c'est pour ça que... On va rester dans un autre sujet, mais aussi dans la sensibilisation. Vous savez, en hiver, il y a toujours ce tueur qui revient chaque année, qui est le monoxyde de carbone. Alors, monoxyde de carbone, c'est dû à la qualité des chauffages, de ce qu'on utilise, parfois de l'installation. Et c'est pour ça que la Sonelgaz, à chaque année, comme la protection civile et la direction du commerce, organise des campagnes de sensibilisation pour interpeller la conscience du citoyen et la vigilance surtout pour éviter ces drames. Alors, M. Ben Mouhoub Boubakar nous vient de Mlouaki. Sabah al-Khair. Bonjour. Ça va, ça s'est bien passé? Pas beaucoup de circulation? Non, pas du tout. Ça va. Très bien. C'est déjà bien d'éviter la circulation. Tout à fait, oui. Alors, mais on ne va pas parler de circulation, on va parler de distribution de gaz, surtout de son utilisation. Alors, Sonelgaz, chaque année, vous organisez, vous aussi, une campagne de sensibilisation. Je ne vais pas vous dire pourquoi, mais comment vous l'organisez? Parce qu'il y a beaucoup de partenaires avec vous. Donc tout d'abord, je vous remercie de me recevoir au niveau du plateau de Canal Algérie. C'est avec un plaisir. Et je saisis cette occasion pour passer le bonjour de Sonelgaz à l'ensemble de vos auditeurs. Qui sont vos abonnés, hein. Mais bien sûr. Ce sont vos clients. Ce sont nos clients. Donc effectivement, donc, concernant les campagnes de sensibilisation effectuées par la Sonelgaz, rentre dans un cadre réglementaire. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a ce qu'on appelle la responsabilité sociétale. Donc, notre société a intégré les préoccupations sociales et environnementales dans ces activités, et aussi avec l'ensemble des intervenants. Comment matérialiser ça? Tout d'abord, c'est l'inscription de cette campagne dans le registre de la communication institutionnelle par la constitution d'équipes spécialisées dans la vérification des installations intérieures par des techniciens. Deuxièmement, c'est les responsables de communication installés au niveau du territoire national pour cette action et d'autres actions. En plus de ça, nous avons au niveau de chaque direction de distribution sur le territoire national ce qu'on appelle un ingénieur HSE, hygiène, sécurité et environnement. Donc, par le biais de ces décisions et de cette organisation, Sonelgaz a matérialisé cette intégration des préoccupations dans les activités. Donc, aussi, nous avons ces sensibilisations parce que les gestes sont connus par tout le monde. Il suffit de... Connu, non, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas dire que tout le monde connaît les bons gestes, parce qu'il y en a encore de mauvais. Tout à fait. Et vos campagnes de sensibilisation sont là pour prouver ce que je dis, c'est que quand vous sortez, vous trouvez encore de mauvaises installations, de mauvais chauffages et de mauvais comportements. Surtout. Effectivement, je voulais dire que les gestes sont connus, mais c'est qu'on doit changer notre état d'esprit. Pour certains, l'installation intérieure, c'est seulement la tuyauterie fixée au niveau du mur. Non, c'est faux. Une fenêtre toujours fermée, c'est une mauvaise installation. Très bien. Si on pose une grille d'aération au niveau de la porte de la cuisine, ça c'est un signe de bonne installation. Donc c'est un tout. On doit changer notre comportement, notre état d'esprit. Prendre les bonnes habitudes. Les bonnes habitudes. Nos mamans, moi, si mes souvenirs sont comment, au bon matin qu'il fasse froid, chaud, n'importe, elles aèrent l'appartement, la maison. Elles ouvrent les fenêtres pour aérer à un certain moment, puis elles referment. Tout à fait. Et donc, ça, il y a une relation, comme on l'a déjà discuté auparavant, c'est-à-dire concernant les équipements. Alors, les équipements, c'est vrai que maintenant on se pose, nous, c'est vraiment, on achète un chauffage, mais quel est le bon chauffage? Comment reconnaître? Comment l'installer? Où le mettre?
Ça, c'est des questions que vous, en tant que Sonelgaz, vous essayez de sensibiliser le sang avec vos techniciens, dire comment. Effectivement, donc votre question paraît simple pour un sujet très sensible. Un sujet très sensible. Pourquoi? Parce que tout d'abord, la vie est très fragile. Une petite fuite, plus une petite fuite, plus une petite erreur, c'est un grand dégât. Donc, c'est ça. Donc, par rapport à notre clientèle ou à l'ensemble des utilisateurs de cette énergie, une vérification visuelle simple peut nous donner l'état de notre appareil. Comment? Si la flamme, elle est bleue, donc votre appareil est en bonne santé, et vous aussi avec. Oui. C'est clair. Et si la flamme elle est jaune, votre appareil est malade et vous risquez la mort. C'est clair. C'est clair. C'est clair. C'est déjà le premier indice. C'est le premier indicateur et c'est l'indicateur principal. D'accord? Donc, il faut réfléchir comment revenir à une situation normale dans le cas où la couleur de la flamme est jaune. D'accord. Alors, je l'emmène chez le technicien. Mais quel est le bon technicien? Eh bien, nous avons des spécialistes, d'accord? Des agents agréés. Des agents agréés, bien sûr, qui procèdent à la vérification. Et ils vont examiner la situation de votre appareil. Si l'appareil nécessite seulement un entretien, un nettoyage, sinon, peut-être qu'il doit reprendre le tout, l'équipement, le changer carrément. Est-ce que ça a une durée de vie, un chauffage, par exemple? Mais bien sûr, donc... Comme tout, hein? Comme tout, il y a une durée de vie de tout, mais lorsqu'un appareil est bien entretenu, donc on rallonge un petit peu la durée de vie. C'est comme la santé. Absolument. Plus on en prend soin, plus... Bon, bah, absolument. Donc, par rapport à cela, pour revenir à une situation normale, donc la première des choses, j'ai dit qu'il y a des gestes qu'on doit à chaque fois faire pour cela. Donc, nous avons la première le choix de l'appareil. L'appareil de l'équipement doit être conforme, c'est clair, doit être conforme. Il n'y a rien à dire. La deuxième des choses, nous avons l'aération. L'aération, elle est nécessaire. Elle est nécessaire. Donc, s'il y a une conduite de cheminée qui est bouchée, donc comment voulez-vous aérer votre habitation? Comme on le disait, au début de cette campagne, malheureusement, il n'y a plus de ramoneurs. Oui. Avant, il y avait des ramoneurs, des gens qui venaient déboucher votre conduite d'aération. Maintenant, ça n'existe plus. Bon, comment faire? Ça n'existe plus parce que il y a la loi de l'offre et la demande. Si par exemple, il y a notre état d'esprit et notre clientèle demande ça, il y aura des spécialistes et même des... C'est comme les vitriers, ça a disparu. C'est clair. Tout à fait. Donc, tout dépend de la demande. Donc, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il y a lieu de changer notre état d'esprit. Aussi, il y a autre chose, la troisième des choses, c'est que, donc on a dit, l'équipement doit être conforme, l'aération, et on passe aussi au nettoyage périodique chaque année de nos équipements, bien sûr. Voilà. Là c'est pour le bon entretien du réchaud, un gaz, et puis voilà. Alors, juste, on va regarder un reportage effectué au début du mois, au début de la campagne, puisque notre consoeur Linda Chaban est sortie avec une équipe multisectorielle, comme on dit, puisqu'il y a les pompiers, il y a le Sonelgaz et aussi les gens de la direction du commerce. Ils choisissent chaque année de nouveaux quartiers, puisque c'est là où il y a de nouvelles installations. On regarde un reportage, sensibilisation. اوتوماتيكمون راح نبدلهم. انا سيتو هذو العفايس هذو اللي فراجي هذو اللي يخسروا ولازم نبدلهم. كيف بروبليم تاع الفورنو وتاع الشوربه ثاني كيف القصبه هذيك لازم نبدلها. كان كيقول لي ادي الحاجه المليحه والحاجه الغاليه. واش ندير انا؟ ندي الحاجه المليحه والحاجه الغاليه. لقيت هذه الحاجه المليحه والغاليه جبتها. في حاله كما هاد المنتجات اللي قاعده تتباع في السوق، حاله الشكوى ولا نشكوا باللي الجهاز هذاك راهو يشكل خطر
بالنسبه للمستهلك حنا كما كعوان تجاره واش نديروا اخذ عينه للاختبار المنتوج هذاك، نشوفوه نروحوا نديوه للمخابر التابعه لرقابه الجوده بقمع الغش، يشوفوا اذا كان الجهاز هذا كيشكل خطر ولا ما يشكلش خطر. نصحوني بالتغيير لاكورديون هذا الاكورديون المطاطي لازمنا نبدلو اون بليس فليكسيبل هذا على اساس انه ما عندوش جوري دفي يموت تسمى ليه نصحوني باش لازم انه تبدل تغير الماده من ماده تاع الفليكسيبل هذه الى ماده نحاسيه. الاختناق بالغاز القاتل الصامت خاصة ونحن في دخول الموسم الشتوي. هذه القافلة سوف تجوب كل البلديات، المدارس الابتدائية، المتوسطات، الثانويات، لغرس ثقافة وقائية لدى التلميذ، لأن التلميذ اليوم هو رجل الغد. عندنا طواقم فنية وطواقم يعني صحية وطواقم يعني إداريين، يعني راهم يستلزموا قاعدين يخدموا في مهامهم يعني في احسن ما يرام. هناك 3 حالات المشكل كان في تسرب الغاز في الشوبان، وكانت تدخل الطاقم الطبي تاعنا والحمد لله بدون تسجيل وفيات، ومع سهر على هذا الامر. تسرب غاز شوف دير تهويه للطابق تاعك، دير تهويه، صح الابواب والنوافذ من اجل دخول الهواء نقي، وبرك يجيو اكتشاف. Voilà, on a terminé le reportage de Linda Chaban avec une simulation, bien sûr, d'intervention des pompiers. Mais on aurait aimé aussi filmer une intervention des agents de votre entreprise quant à la vérification du réseau de distribution, d'alimentation. Je crois que vous le faites, hein, oui. Quand on vous appelle. Oui, effectivement. Donc, toujours dans le cadre de la politique de Sonalgaz, donc... et à compter du 15 février 2023, nos équipes ont commencé de vérifier l'installation intérieure et des équipements installés suite à un appel téléphonique sur le 3303. Suite à la demande des clients, donc notre équipe se déplace pour vérifier l'installation. À ce jour, on est à titre gracieux, il faut le dire. Bien à titre gracieux, et aussi on est à 300 000 foyers déjà vérifiés. Ça veut dire suite à la demande. Alors pour faire simple, hein, Monsieur Benmohoub, ça veut dire que moi, c'est citoyen, pas forcément, il y a un problème. Mais j'ai un doute sur mon installation, je forme le 3303. Tout à fait. Et je reçois une équipe qui vient me vérifier mon installation gratuitement. Il faut le savoir parce que c'est bien d'interpeller Sonalgaz qui est là. Et c'est bien, surtout que pour certaines personnes, elles n'ont pas le détecteur de monoxyde. Oui, ça c'est une autre partie Alors, détecteur, vous encouragez les gens à l'acquérir. Pour ce qui est des détecteurs du monoxyde de carbone, donc... conformément aux instructions de Monsieur le Président de la République et sous la supervision de Monsieur le Président Directeur Général de Sonalgaz. Donc nous avons entamé déjà la première phase. La première phase, c'est l'installation de plus de 700 000 détecteurs au niveau des 21 wilayas du Haut-Plateau. D'accord. Et déjà, on a entamé la deuxième phase par l'approvisionnement de ces équipements. D'accord. On les installe au niveau d'une cible qui est des abonnés, c'est des clients domestiques seulement. Oui, d'accord. Pas industriels. Oui, c'est des clients domestiques. Donc, avec l'installation de 2 appareils au niveau d'un lieu
à éviter bien sûr le garage, la cuisine dans des lieux bien déterminés. Et ça peut contribuer dans la diminution des accidents parfois mortels suite à la mauvaise utilisation du gaz naturel. Alors, surtout, l'appareil, le détecteur, alors, on a vu dans certains reportages où il n'est pas bien placé, d'où l'importance d'appeler les techniciens. Des fois, on a vu dans certains foyers, j'ai vu des reportages où on le recouvre de scotch. Les gens, ils ne savent pas. Donc c'est bien de se faire aider par un technicien. Bien sûr, c'est nos techniciens qui se déplacent au niveau des habitations pour leur installation. Mais il ne faut pas oublier que le dysfonctionnement de cet appareil est causé par cette mauvaise installation, dans le cas où le client essaie de faire une initiative et procéder à la pose de cet équipement d'une manière... il peut ne pas fonctionner parce qu'il y a des conditions. Et j'attire l'attention de notre clientèle pour lire la notice au niveau de cet équipement. Il y a plein d'informations, informations importantes, tout sur l'emplacement. Pourquoi on ne peut pas mettre au niveau de la cuisine? Pourquoi on ne le met pas au niveau du garage? On doit le mettre au niveau de chaque étage s'il y a une villa avec plusieurs étages. C'est très intéressant. Voilà. Et puis surtout de mettre assez haut parce qu'il ne faut pas le mettre bas. Voilà, pour éviter. Il y a parfois, puis bon, si des fois on est un peu pressé, on n'a pas le temps, il faut appeler. Vous avez un numéro 303. Et puis vous demandez conseil. Vous avez un agent conseil qui vous oriente. Donc je rappelle que notre société Sonalgaz a intégré ces préoccupations sociales et environnementales dans ses activités, bien sûr, qui découlent de cette responsabilité sociétale. Oui, d'abord, vous avez une responsabilité parce que vous fournissez le gaz et l'électricité. Donc, il y a aussi l'emplacement, pas seulement le système d'évacuation, mais il y a l'autre qui fait beaucoup de dégâts, ce sont les chauffe-bains. Alors, les chauffe-eau, comme on dit, chauffe-bain, chauffe-eau, c'est la même chose. Et des fois, ils sont placés dans la cuisine. Non, on voit beaucoup plus à éviter dans les salles de bain. Donc ça, c'est interdit. Donc, c'est interdit. Et de préférence, donc, on voit aujourd'hui, c'est l'emplacement au niveau presque des loges. Séchoirs. Séchoirs. Et c'est connu presque donc, par tout le monde. Mais la sensibilisation, notre campagne de sensibilisation, à chaque fois, on rappelle par le biais des portes ouvertes, des regroupements au niveau des centres de formation. Et là, on a même vu, vous faites des porte-à-porte. Vous allez directement... le citoyen. Même au niveau des mosquées. Donc, lors du Jumu'ah, vous interpellez, on intervient pour sensibiliser parce que c'est une action. Vous essayez de fructifier l'auditoire de l'imam qui est là, parce que le prêche du vendredi est là. Et ça, c'est dans le but de fournir une énergie avec toute sécurité. Mais c'est surtout le bien-être du citoyen qui est ciblé. Oui, c'est ça. C'est ça, oui. Et on rappellera aussi à nos amis citoyens que pour installer, il ne faut pas utiliser le flexible, les tuyaux en plastique. Bien sûr, c'est clair. Donc, nos spécialistes, lors de leur déplacement pour l'installation de cet équipement, on procède à la vérification déjà des installations intérieures. Et là, il y a une défaillance, on la signale sur place, mais si on constate qu'il y a une fuite de gaz, on procède à la coupure du gaz carrément. Juste le temps de trouver, de reprendre l'installation intérieure ou la partie au moins qui provoque une fuite de gaz. Très bien. Donc, alors, le gaz, malheureusement, continue à faire beaucoup de dégâts. Là. Oui. Et c'est pour ça qu'on recommande, avant l'achat et avant l'installation, l'achat d'abord, c'est sans donner de marque, mais on essaie quand même d'aller vers le bon produit. Oui. Mais effectivement, par rapport à aujourd'hui, il y a une contrefaçon dans l'ensemble des équipements. Voilà, donc c'est pour éviter. Et lors de ma première intervention, j'ai précisé l'indicateur principal. D'accord? L'indicateur principal, c'est bien la flamme à surveiller chaque jour parce que la combustion va nous donner des résidus qui peuvent, c'est clair, donc il y a lieu toujours d'être vigilant et vérifier notre installation. Voilà, c'est surtout acheter un bon produit, c'est ça, c'est quand tout à fait. Pour vérifier, c'est là. Et puis surtout, est-ce que par exemple moi, citoyen,
mon client de Sonelgaz, est-ce que je peux me faire aider par un technicien pour l'achat de mon chauffage, par exemple? Non, dans le cadre d'une assistance, donc pour nous, Par on les n'a pas techniciens. encore, on n'a pas encore intégré cette prestation, mais peut-être dans le futur, on va l'intégrer, peut-être d'une manière officieuse. Il peut vous donner la marque, d'accord? Mais Donc on va demander à M. Khalil Hadna de mettre dans son calepin qu'il faudrait peut-être orienter les gens pour acheter un bon produit. On ne parle pas de marque, mais de fiabilité. De fiabilité. Oui, effectivement. Et Sonelgaz déjà a intégré déjà plusieurs prestations. En plus de la vente d'énergie électrique et gazière, elle a procédé à intégrer des prestations telles que l'entretien des postes, etc. Peut-être un jour, on va intégrer cette prestation dans la batterie des prestations de Sonelgaz. Très bien. Mais cela dit, vous restez bien sûr vigilant. Bon, on parle là du monoxyde de carbone et tout, mais vous restez vigilant aussi quant aux coupures d'électricité, surtout en matière quand il y a mauvais temps, quand il y a une mauvaise météo. C'est ça. Alors, c'est juste pour terminer. Oui. Donc, Sonelgaz, avant de procéder à ces actes, notamment de coupure, etc., elle prend en considération le client, le citoyen qui est au centre de nos préoccupations. Le 3303. C'est ça, c'est le 3303. On peut appeler d'un fixe ou d'un portable. Oui, et on est donc disponible pour toute intervention. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose avant de nous quitter? Parce qu'on arrive en fin de l'émission. Donc, je rappelle à notre clientèle, à nos utilisateurs du gaz naturel d'être vigilants. Je rappelle que notre vie, elle est fragile. Et donc, il faut toujours veiller à la vérification de vos installations, notamment pour le chauffage. Chaque année, il y a lieu de procéder au nettoyage ou la vérification par un spécialiste. Et merci. Vous avez des techniciens agréés. Il faut recommander aux gens d'aller chez les techniciens agréés, pas n'importe quel, parce que des fois, c'est n'importe qui nettoie, c'est pas ça. Il faut un spécialiste. Non, bien sûr, il faut choisir un bon spécialiste. Nous avons des entreprises homologuées par Sonelgaz dans les travaux d'installation intérieure. Donc, il y a lieu de voir aussi ces entreprises homologuées. Et Sonelgaz peut fournir des informations aux clients. Quelles sont ces entreprises pour pouvoir les contacter? Et surtout, ne pas hésiter à vous appeler. Tout à fait. Voilà, parce que je sais même que la communication est enregistrée et que vous pouvez réclamer, bien sûr. Si on ne vous répond pas, vous pouvez encore réclamer, et c'est votre droit. Mais je sais qu'en général, on répond. J'ai même essayé exprès. J'ai moi-même à chaque Non, mais moi, j'ai essayé, parce que des fois, on donne des informations, mais j'ai essayé, je me suis fait aider par un technicien d'Oran, alors que je suis à Constantine. Mais il était là, il était de garde, et c'était, je crois, bon. Mais c'est ça qui est bien, c'est dire qu'il y a quand même un moyen de communiquer avec le réseau de distribution, avec les techniciens. Tout à fait. Je vous remercie, M. Benmouhoub. C'est moi qui vous remercie. Voilà, et puis mes grandes salutations à votre oncle. Oui, c'est Azizi. On le salue. Et puis ça nous a fait plaisir. Nos salutations à tous vos éléments, à tous vos agents de Sonelgaz qui veillent à ce que on reçoit du gaz et de l'électricité régulièrement. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Je vous remercie. Et à Tekoussa, je rappelle que la campagne de sensibilisation continue jusqu'à... Donc, pour la période du froid, on commence dès la première période de froid et on finalise avec la période hivernale. Très bien. Merci beaucoup, M. Benmouhoub. Je rappelle que vous représentiez Sonelgaz pour justement, vous nous avez parlé des effets du monoxyde de carbone, ce qu'il faut faire pour justement éviter ces fuites. Voilà, notre Bonjour d'Algérie à partir de Constantine arrive à sa fin. Je vais remercier Nabil Yagoub et toute l'équipe de la station régionale qui m'ont accompagné pour être au rendez-vous ce mardi. J'espère qu'il en sera de même mardi prochain. D'ici là, je vous souhaite un bon week-end, mais vous avez quand même 2-3 jours avant le week-end. Allez, au revoir, à très bientôt.